à tous, ravi de vous retrouver. Vous regardez La Santé Surtout, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Et pour nous écrire, vous pouvez commencer dès maintenant. Ma question @lasantésurtout.com. Et pour vous répondre, nos spécialistes sont au rendez-vous. Docteur Alexandre Roux, bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes chirurgien digestif, chef de service de chirurgie digestive à l'hôpital Foch à Suresnes. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Le docteur Fabrice Staub est avec nous également. Bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes radiologue interventionnel, radiologue en général, et vous faites de l'interventionnel, vous allez nous raconter tout ça. Et vous êtes à la clinique Bizet, à Paris. Exactement. Le docteur Bruno Oquendo est avec nous, bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes gériatre et on vous retrouve d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes une vraie star, le gériatre, tout simplement, et vous faites des petites vidéos de vulgarisation, de sensibilisation. Exactement, la prévention, dire simplement ce qui va, ce qui ne va pas, comment accompagner nos personnes âgées. C'est parfait. Et vous êtes au CHU Charles Foix à Ivry-sur-Seine. Et enfin, docteur Romain Deblic, vous êtes chirurgien vasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris toujours. Oui, bonjour Jessica. J'espère que vous, docteur Roux, vous êtes prêt pour la toute première question qui est pour vous. Une question qui nous vient de Yolande, 46 ans, de Mazamet. Et elle vous dit, docteur, j'ai une hernie douloureuse dans le bas du ventre, mais l'opération m'angoisse tellement. Quels sont les risques réels pour ma santé si je décide de ne pas me faire opérer du tout ? Alors, une hernie, donc a priori inguinale, puisque c'est dans le bas du ventre, donc c'est ce qu'on peut suspecter chez Yolande. Une hernie ne se guérit pas tout seul, donc il va falloir opérer, et si elle la laisse évoluer, la hernie va augmenter de volume, et l'intervention sera plus lourde. Donc ma recommandation, c'est de se faire opérer au plus tôt, puisque de toute manière, la sanction sera chirurgicale, et donc il faut se faire opérer au plus tôt, ça évite que la hernie grossisse, et éventuellement le risque d'étranglement, qui là est une urgence chirurgicale. Oui, elle peut carrément sortir. Elle peut sortir, et ce qui doit être très inquiétant effectivement, c'est si la hernie sort, et puis qu'elle ne rentre pas, qu'elle reste très douloureuse. Là, ça c'est une urgence chirurgicale, et donc il faut aller à l'hôpital en urgence. Donc ça veut dire que tôt ou tard, il va falloir quand même qu'elle se fasse opérer à un moment donné. Oui, vraiment, ça, voilà. D'autant que l'opération aujourd'hui est vraiment très codifiée, en ambulatoire, enfin vraiment c'est... C'est rapide, vous rentrez le matin, vous ressortez le soir. C'est ça, et donc c'est non douloureux, et vraiment ça se passe bien, donc il ne faut pas hésiter. Très bien. Une question maintenant pour le docteur Fabrice Staub, une question de Michel, 71 ans, de Lille. On m'a parlé d'injecter du ciment dans l'os. Comment ça se passe ? Est-ce que ça marche vraiment ? On parlait de radiologie interventionnelle. Alors là, pour le coup, on est totalement dans le sujet. Exactement, Jessica. Injecter du ciment dans l'os, c'est possible. C'est ce qu'on appelle la cimentoplastie. Le but, c'est de consolider en fait un os qui est fracturé, par exemple un tassement d'une vertèbre, ou un os fragilisé, par exemple, par une métastase osseuse. Le but, c'est avant tout de soulager en consolidant l'os qui est finalement fragilisé. Donc ça marche vraiment, c'est sa question. Est-ce que ça marche vraiment ? Eh bien, ça marche vraiment, parce que c'est quand même quelque chose que l'on propose maintenant depuis plusieurs décennies. C'est une intervention relativement peu invasive qui est proposée par les radiologues interventionnels, mais aussi par certains chirurgiens. Et ça marche bien. Dans les tassements porotiques en fait, qui sont liés à l'ostéoporose, on estime que l'efficacité sur la douleur, elle est d'environ 90%. Ah, c'est incroyable. Et elle est immédiate en fait. Le ciment, c'est une espèce de pâte visqueuse qui va prendre immédiatement dans l'os lorsqu'on l'injecte, et donc aura une efficacité immédiate. C'est pour ça que le patient peut sortir soulagé, en général, quelques heures après l'intervention. Incroyable. Une question pour vous maintenant, docteur Bruno Oquendo. Gisèle, 51 ans, de Sarlat. Mes parents sont âgés de 85 et 90 ans. Ils sont en forme, mais j'ai de plus en plus de mal à les voir vieillir. À quel moment il faut devenir actif dans la santé de ses parents ? C'est vrai qu'on est tous confrontés à ça, pour ceux qui ont toujours la chance d'avoir leurs parents. C'est pas facile de voir qu'ils perdent la mémoire, qu'ils ont plus de mal à marcher, que tout est moins rapide en fait d'un coup, qui se répète un peu aussi parfois. C'est une chose normale, ça s'appelle la vieillesse, c'est ça ? Alors, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Malheureusement, c'est vraiment du cas par cas. Et en fait, un certain nombre de choses que vous venez de dire, c'est pas vraiment le vieillissement. En fait, ça reste sûrement des pathologies qui accompagnent le vieillissement. Par exemple, la difficulté à marcher, les pertes de mémoire. Il peut y avoir d'autres choses qui vont provoquer ces symptômes. Le moment, en fait, où il faut se demander est-ce que je dois accompagner mes parents d'un peu plus près, c'est le moment où on se dit plusieurs fois mon parent, il a un peu changé, il a un peu moins de mobilité, il a quelques trous de mémoire,
il a une modification de son comportement habituel, il fait moins de choses qu'avant. Alors, peut-être parce qu'il veut faire d'autres choses, mais aussi parce que peut-être qu'il a moins la possibilité de le faire, moins la capacité de le faire. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Et puis aussi se dire qu'il faut accompagner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la place, infantiliser la personne âgée. Il faut surtout que ça soit une discussion qui se crée dès le début et puis qui va mener justement à aller voir le médecin, à pouvoir trouver ces pathologies liées au vieillissement. Et puis, par exemple, moi je suis comme tout le monde. Hein. Si on me dit « Attention, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout chez toi », je pense que moi je flippe beaucoup. Ouais. Donc, en soi, il faut vraiment discuter, il faut poser les choses. Il faut trouver les bons mots alors. Trouver les bons mots, être dans le positif. On va vérifier, on va éliminer les choses. On va vérifier que tout va bien. Parce que souvent, effectivement, les personnes âgées, on se sent jeunes en fait. Hein. Personne ne se sent vraiment âgé. Et oui, dans la tête, on se voit jeune encore. C'est ça. D'accord, merci beaucoup pour tous vos conseils. Docteur Romain Deblic, une question d'Olivier, 34 ans, de Besançon. Les manipulations du cou chez l'ostéopathe sont-elles vraiment sans danger pour les artères ? Alors, déjà, première chose, dans la grande majorité des cas, quand on va chez l'ostéopathe, le kiné, chiropracteur ou autre, il n'y a pas de risque pour ces artères et ces artères à destinée du cerveau. Alors, ce sont les artères carotides ou les artères vertébrales. Donc en général, il y a zéro risque. Ce qui peut arriver dans certains cas, mais qui sont plutôt des cas relativement rares, il peut y avoir des distorsions de l'artère, notamment l'artère vertébrale, donc qui est l'artère qui va aller vasculariser la partie postérieure du cerveau. Et quand cette artère elle est mise en tension et en flexion, elle peut être lésée. Et ce qui va se passer, c'est que l'intérieur de cette artère va se disséquer, en gros, l'intérieur de l'artère va s'abîmer, et après ça peut créer des occlusions de cette artère qui peuvent se boucher, et ça peut créer, dans de rares cas, quand même, des accidents vasculaires cérébraux qui sont vraiment des urgences neurologiques. Donc ça n'arrive pas tous les jours, fort heureusement, mais c'est des choses qui se voient et qui se sont vues. Alors c'est sûr que si on a des manipulations du cerveau et qu'on ressort et qu'on a des douleurs au niveau cervical associées à des troubles neurologiques ou des troubles de la parole ou des troubles de la vision, il ne faut pas hésiter à consulter rapidement en urgence parce que ça peut être des dissections des artères vertébrales. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Ça nous rassure. Une question pour vous, docteur Roux. Est-ce que tous les cancers digestifs peuvent s'opérer ? Alors, tout dépend de leur stade, parce que oui, tous les cancers digestifs peuvent s'opérer. Il n'y a pas des zones qui sont un peu inaccessibles et non, globalement. Non, globalement tout peut s'opérer, mais après une fois de plus, vraiment ça dépend du stade et c'est pour ça que je pense qu'il faut insister sur la prévention, parce que tous ces cancers peuvent être dépistés tôt. Et lorsqu'ils sont dépistés tôt, ils sont accessibles à une intervention chirurgicale qui fait partie du programme thérapeutique de la guérison. Donc oui, ils sont à peu près tous opérables, à la condition d'être dépistés suffisamment tôt. Une question pour vous, docteur Staub. Sophie, 42 ans, de Metz. On m'a proposé une biopsie du foie. Est-ce que c'est vraiment indispensable pour faire un diagnostic ? Alors dans certains cas, oui, c'est indispensable. Il faut savoir que les nodules dans le foie, c'est très fréquent d'en rencontrer et la plupart du temps, ce sont des nodules qui sont bénins et qu'on va considérer comme bénins grâce aux moyens d'imagerie qu'on a. Dans certains cas, quand ils sont un peu atypiques ou dans un contexte particulier, notamment chez les patients qui ont un cancer connu, à ce moment-là, on aura plus envie d'aller vérifier finalement de façon microscopique la lésion en faisant un prélèvement, c'est ce qu'on appelle la biopsie. On fait en général les biopsies du foie sous contrôle échographique. C'est peu douloureux, même c'est pas douloureux. Et ensuite, le prélèvement est envoyé au laboratoire qui peut répondre de façon formelle, finalement, sur la nature bénigne ou maligne. Voilà. Et après, parfois aussi, on propose une biopsie du foie chez des patients qui sont suivis pour un cancer, parce que le prélèvement va guider au mieux la thérapeutique derrière. Donc, c'est fondamental dans ces cas-là d'avoir un prélèvement et d'effectuer une biopsie. Mais dans l'immense majorité des cas, pour un nodule du foie découvert fortuitement, c'est-à-dire en dehors de symptômes particuliers, l'imagerie suffit pour caractériser la lésion.
Docteur Romain Deblic, Eric, 48 ans, de Caen, vous écrit et vous dit « Les troubles de l'érection peuvent-ils être le signe d'une maladie artérielle ?» Très bonne question. Ouais, alors très bonne question, Eric. Et la réponse est oui. Oui, effectivement. Ce n'est pas très drôle, Dr Staub. Hein. On sent que ça vous amuse beaucoup, mais... C'est le docteur Rowe qui me dit. Personne n'a pas de problème artériel. C'est un sujet... Je ne fume pas. C'est vrai qu'on parle tellement de maladies qu'on se sent tous un peu concernés. Mais... Du coup, on s'interroge. Quoi. On s'interroge, tout à fait. Et alors, rassurez-nous, du coup, docteur Deblic, concernant ces problèmes d'érection, oui, c'est... Fabrice. Alors, allez-y, consultation en direct, allons-y. Effectivement, alors, le problème de dysfonction érectile, au final, c'est quand même plus fréquent que ce qu'on le croit, notamment chez les patients, ça ne tient pas que les personnes âgées, ça peut atteindre les patients un peu plus jeunes, 47 ans, bientôt 48. Attention, vous êtes dans la cible, docteur Staub. Enfin, je dis ça, je dis rien. Une cinquantaine d'années, effectivement. Et donc, parce que le problème, c'est souvent aussi des problèmes d'apport sanguin au niveau du pénis pour arriver à l'érection, quoi. Donc dès qu'il y a un problème au niveau de l'apport sanguin et un problème au niveau de ces artères, qui peuvent être occlues à cause du tabac, du diabète ou d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, eh ben, il peut y avoir des problèmes de dysfonction érectile. Et ça a été montré aussi relativement récemment que les problèmes de dysfonction érectile étaient associés aussi au risque d'infarctus, avec 65% de plus de risque d'infarctus. Ah oui, on cumule en plus. Au risque d'AVC à long terme. Ah oui. Donc au final, c'est chez les patients plus jeunes des marqueurs précoces de la pathologie cardiovasculaire. Être radiologue est un facteur de risque ou pas? Ça, je ne sais pas. Il faudrait lancer une très 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 bonne idée. On va lancer une étude. C'est pas mal, c'est une question comme ça. Voilà. Non, le docteur Staub ne le prend pas du tout pour lui, je vous rassure. Hein, parfois, aux oreillons, vous savez. Docteur Oquendo, pour l'instant, ça va, ils ont été sages avec vous, mais méfiez-vous à tout moment. Ça peut changer à tout moment. À tout moment, ça peut changer. Pareil, il y a toujours une tête de Turc. Jessica, quelques jours en amont. Mais aujourd'hui, c'est vous, pas de bol. Je m'y attendais. Les troubles de l'érection sont-ils un signe de démence? Ah, alors, non, mais ça peut être une vraie docteur. question. Alors, nous avons une question de Monsieur Rowe, de Monsieur Rowe de Paris, qui vous pose cette question. Est-ce que démence et problèmes d'érection, il y a un lien ou pas? En fait, il y a un lien entre, par exemple, la maladie d'Alzheimer et, par exemple, la démence vasculaire avec les troubles cardiovasculaires. Et effectivement, et si ça rentre dans le contexte justement de troubles de l'érection liés à des troubles cardiovasculaires, eh bien, oui, ça peut être un symptôme. C'est vraiment une chaîne en fait. Hein, vraiment, Alors la vraie question, ceci étant, c'est une question de Jérôme, 55 ans de Carcassonne. Mon père de 85 ans est tombé 2 fois en 1 mois alors que ça n'était jamais arrivé. Qu'est-ce que ça peut être déjà? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? En fait, je pose souvent cette autre question quand je parle de chute, c'est est-ce que vous avez déjà regardé Vidéogag? On a tous regardé Vidéogag ou presque, même si certains ne l'assument pas, n'est-ce pas? Les plus âgés d'entre nous, peut-être. Les plus âgés d'entre nous, effectivement. Et alors? Alors, dans Vidéogag, en fait, on avait des dizaines de chutes. Oui. Et puis, ça faisait rire tout le monde, et après on disait, bon, tout s'est bien passé. Or, il faut savoir que la chute chez la personne âgée, c'est 10 000 décès par an et 100 000 hospitalisations. Juste pour une chute bête, j'ai envie de dire, en descendant du bus, en tombant dans les escaliers? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. C'est que la chute chez la personne âgée, c'est le plus souvent, il y a une cause derrière. D'accord. En fait, quand on a une première chute, eh bien, on a 20 fois plus de risque de refaire une chute dans l'année. Mais c'est quoi du coup? C'est neurologique, c'est musculaire? La cause, ça peut être quoi? Alors, justement, les gériatres, on passe beaucoup de temps à faire des bilans de chute parce qu'on peut avoir plus d'une centaine de causes de chute c'est incroyable. différentes. Ah oui. Et en fait, le fait d'avoir identifié une cause n'épargne pas les autres. En fait, on peut avoir plein de choses qui peuvent expliquer les chutes. On peut avoir, par exemple, les troubles du rythme cardiaque. On peut avoir, lorsqu'on se lève, eh bien, on a la tension artérielle qui descend tout d'un coup. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. On peut avoir, par exemple, l'effet des médicaments. On peut avoir des troubles sensoriels, on n'entend pas très bien, on ne voit pas très bien, et donc là, on a plus de chances de chuter. C'est comme si on était tout le temps dans la pénombre.
Voilà, donc il y a Vous n'allez pas nous vraiment- faire les 100, hein, rassurez-moi. Vous n'allez pas nous faire les 100 Alors, causes. Si on a 2 heures, on peut Non, commencer là. vous reviendrez, hein, je crois que c'est mieux. Mais en tout cas, on a compris l'idée. On a vraiment compris l'idée. Donc en gros, il faut consulter. 2 chutes en un mois, c'est pas normal, on consulte. Alors 2 chutes en un mois, c'est pas normal, mais surtout il faut savoir que 2 chutes sur les 12 derniers mois, Ah oui, c'est déjà ce qu'on appelle des chutes à répétition. Et là, il faut un bilan gériatrique, un bilan de chute pour ce patient. d'accord. Tout le monde était au courant, ça? Pas du tout. Pas du Non, tout, ça. non. Moi non plus. J'avoue que 2 chutes en 12 mois, oui, on pourrait banaliser un peu l'événement, en fait. Et il ne faut pas. Alors, on a une question pour vous, docteur Rowe. Gilles, 30 ans, de Saumur, qui nous dit « J'ai des hémorroïdes depuis des années. Ça fait très mal, hein, il paraît. Et souvent, je crois que c'est le problème des patients, c'est qu'ils n'osent pas consulter, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu gênant. Et donc, Gilles nous dit « Au-delà des crèmes qui ne font que soulager, est-ce que vous avez des solutions radicales pour ne plus jamais en entendre parler ?» Alors, ne plus jamais en entendre parler, malheureusement, non, parce que c'est une Ça revient. pathologie qui est très fréquente Ah et qui concerne énormément de personnes. Après, il y a, là, le traitement médical, c'est en premier lieu ce qu'on propose dans la pathologie hémorroïdaire, dans certains cas très particuliers. Surtout, ce que je recommanderais à Gilles, ce sont plusieurs règles hygiéno-diététiques. C'est-à-dire que la première chose, déjà, c'est d'avoir un transit régulier. Il faut effectivement donc aller à la selle régulièrement. Il ne faut pas être constipé parce que lorsqu'on est constipé, on est amené à pousser et là on favorise les crises les poussées hémorroïdaires. Donc vraiment avoir un transit régulier, aller à la selle régulièrement, ne pas stationner sur les WC lorsqu'on a eu une selle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'habitude par exemple de lire au WC ou des choses comme ça. Il ne faut absolument pas faire ça puisque là ça favorise les hémorroïdes. Après, il y a tout un tas de légendes urbaines autour de manger épicé, boire de l'alcool, ça n'a jamais été prouvé. Mais vraiment, la première chose, c'est ça. Et puis ensuite, une toilette, quand on a vraiment des poussées hémorroïdaires, il ne faut pas hésiter à avoir une petite toilette intime au niveau anal, donc après les selles. Voilà. Après, on a souvent la question du blanchiment d'anus. Et non, ce n'est pas un facteur de risque. Merci pour cette précision. Et si vraiment tous ces conseils hygiéno-diététiques ne suffisent plus, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut s'opérer? Ça peut s'opérer, mais vraiment dans certains cas très particuliers. Aujourd'hui, on a des techniques opératoires qui sont beaucoup plus légères que des techniques où on enlevait les hémorroïdes, qui sont des techniques qui étaient quand même relativement lourdes. Donc on a des techniques aujourd'hui avec des ultrasons, avec de la radiofréquence, avec des ligatures, donc vraiment des interventions qui sont plus légères, beaucoup mieux tolérées. Et le recours à la chirurgie et à cette chirurgie un peu plus légère est aujourd'hui un petit peu plus fréquent tout de même, c'est vrai. Donc oui, ça peut s'opérer dans certains cas très particuliers et grâce à ces techniques avec des suites opératoires beaucoup plus simples que ce que les gens véhiculent souvent en post-opératoire. On dit juste pour dire qu'il y a un traitement de radiologie interventionnelle pour les hémorroïdes C'est vrai? qui est, Ah, mais qui est très racontez-nous. intéressant. Je pense qu'on pourra en parler une autre Ah fois. oui. Hein. Mais il s'agit d'aller occlure finalement les petites artères qui alimentent D'accord. les hémorroïdes, en fait, les artères rectales supérieures. Ça gagne à être connu. Hein, Ça gagne à être connu, on n'est mais pas au courant, on n'en beaucoup- parle pas. Ouais, Voilà, ouais. mais beaucoup Très bien. d'interventions de radiologie interventionnelle sont parfois finalement pas assez connues. Je vous propose d'en reparler ensemble prochainement avec sans doute plein de questions maintenant que vous êtes informés. N'hésitez pas à envoyer vos questions d'ailleurs à maquestion@lasantésurtout.com. Restez bien avec nous, Dr Staub. Aurélie, 38 ans de Paris, vous écrit. Elle vous dit « J'ai des fibromes utérins et on m'a dit qu'une embolisation pourrait peut-être m'éviter une chirurgie. Comment ça se passe et est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est douloureux ?» Alors c'est une très bonne question. Oui, bien sûr qu'on peut. L'embolisation des fibromes, c'est un traitement finalement qui est assez ancien maintenant et qui n'est pas assez diffusé, à mon sens, qui permet d'éviter la chirurgie, notamment l'hystérectomie. Alors dans certains cas, elle n'est pas indiquée, l'embolisation n'est pas indiquée, mais dans certains cas, elle est tout à fait indiquée, avec des très bons résultats, notamment pour arrêter les symptômes hémorragiques. Hein. Le but, c'est d'aller boucher les petites artères en fait, qui nourrissent les fibromes en passant par un cathéter, par un petit cathéter qui va occlure les petites artères et entraîner à court terme une réduction très nette des symptômes hémorragiques et à moyen terme finalement une diminution de taille significative des fibromes qui sont souvent responsables de symptômes, on va dire, mécaniques parce que ça peut comprimer les organes de voisinage, par exemple la vessie. Deuxième question, est-ce que c'est douloureux? Non, c'est très bien supporté. Hein. On fait ça, en général, on fait ça avec la présence d'un anesthésiste qui permet finalement de prévenir la douleur.
L'intervention dure environ 1 heure à 1h30. Et pareil, l'intervention peut se faire soit en ambulatoire, soit avec une aide d'hospitalisation. Et les suites sont relativement simples, avec parfois des petites douleurs qui sont bien soulagées par des antalgiques et des anti-inflammatoires. Allez, encore une question pour vous, docteur Bruno Oquendo, Bertrand, 60 ans de Rouen. Comment éviter une fausse route chez les personnes âgées? J'ai entendu parler d'eau gazeuse. Alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, vous qui êtes derrière votre écran, il faut se dire, déjà, quand est-ce que c'est une fausse route? Donc, la fausse route, on peut la voir directement. Hein. Là, quand on manque de s'étouffer, entre guillemets, eh bien, on l'observe directement. Mais on peut aussi avoir une voie mouillée juste après avoir bu ou après avoir mangé. On peut aussi avoir de la toux juste après avoir mangé ou bu. Et après, il faut savoir qu'un certain nombre de fausses routes restent silencieuses et on va observer une hypersalivation, beaucoup de salive dans la bouche. On peut observer également des infections pulmonaires qui se répètent. Alors, lorsqu'il y a des fausses routes, eh bien, on va modifier la texture des aliments, on peut passer en mixé, mouliné et autres, mais également, on va modifier la texture de l'eau. Donc, l'eau habituelle, l'eau plate, ou bien l'eau gazeuse, comme Bertrand l'a dit. En soi, sur l'eau gazeuse, ce sont les petites bulles qui vont être très intéressantes puisqu'elles vont stimuler les récepteurs oropharyngés au fond de la gorge et qui vont déclencher ce réflexe de déglutition. Après, si on a quand même des fausses routes malgré tout à l'eau gazeuse, eh bien on passera à l'eau gélifiée. Et puis, très important, lorsque l'on prend des liquides ou bien lorsqu'on en mange, eh bien, c'est de se dire quelle est notre position. Parce que moi, quand je suis allongé devant Netflix, un peu avaché comme ça, mais moi, je fais des fausses routes. Très facilement. Il faut être bien droit. Donc, il faut être bien droit. Ne pas boire, ne pas manger allongé. Oui, c'est la base. Mais pas pour tout le monde, effectivement. Et pas pour tout le monde. Allez, quelques secondes pour vous, pour la dernière question, docteur Deblic. Geneviève, 51 ans, de Mérignac. Est-ce que la chirurgie vasculaire concerne uniquement les personnes âgées? Alors, je vais répondre très rapidement, Jessica. Principalement, la chirurgie vasculaire concerne les personnes âgées avec des facteurs de risque cardiovasculaires. Après, on peut retrouver aussi des problèmes de chirurgie vasculaire chez les patients jeunes, notamment dans la chirurgie des veines, donc la chirurgie des varices. On a pas mal de patients jeunes qui arrivent aussi avec des problèmes de veines. Il peut y avoir tous les problèmes de chirurgie vasculaire liés par exemple aux malformations artério-veineuses ou aux malformations vasculaires qui peuvent arriver. Et ensuite, il y a aussi les problèmes chez les patients qui sont pas jeunes, mais qui sont, on va dire, un petit peu moins de 60 ans, donc qui sont quand même des patients jeunes pour nous, chirurgiens vasculaires, qui sont dus aux facteurs de risque cardiovasculaire, donc tous les patients qui auront beaucoup fumé toute leur vie, qui auront du diabète, qui auront de l'hypertension, et qui vont les amener vers des problèmes vasculaires. Parfait. Efficace. Bravo, efficace surtout. Bravo, bravo. Merci, docteur Deblic. Et maintenant, c'est le moment de notre quiz. Allez, go! Docteur Roux, je vois que vous avez les yeux qui farfouillent de mon côté. Pas du tout. Enfin, je veux dire sur mes fiches, hein, oui, pas ça, sur... je parlais des fiches. À quelle sauce va-t-on être mangé? Eh bien, préparez-vous, attention pour les questions du quiz. Interdiction de tricher, je vous ai à l'œil des petites questions un peu insolites, inédites, mais toujours avec de vraies réponses. Première question, comment nomme-t-on la peur de la chirurgie et des interventions médicales invasives? Vous qui êtes chirurgien, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Pas du tout. Non. Les gens n'ont jamais peur avec nous. Ils ont plus peur des anesthésistes que des chirurgiens. Alors, je vous propose quand même 3 choix. La tomophobie, la thanatophobie ou la toxiphobie. Quelle serait selon vous cette phobie qui se rapprocherait le plus Tomophobie, c'est ça? de la chirurgie? La première, c'est tomophobie. On me dit tomophobie. Thanatophobie ou toxiphobie. Thanatophobie, c'est la peur de mourir, peut-être. Bah, thanatophobie. Ouais. La première. Ouais, tomophobie. Ouais. Tomo, c'est ouvrir. Tomo. En grec. Docteur Deblic. La parole, Je vais me rallier Alexandre, oui. Les chirurgiens. Et vous, docteur Staub?
Là-dessus, La je ferai confiance au docteur Rowe. Voilà. Eh bien, vous avez bien fait de faire confiance au docteur Rowe. Il faut toujours lui faire confiance. L'étymologie. Tomophobie, c'est la peur de l'anesthésie, de l'intégrité corporelle rompue, C'est ça. des actes comme ça un petit peu invasifs et donc forcément de Je pense que la Thomas, ouais, c'est- chirurgie. Et donc, ça existe. Bravo, bravo. Et ça existe, ça existe. Vous avez déjà été confronté à des patients comme ça qui ont vraiment la phobie du bloc? Mais il y a Pour une ma machine. part, non. Des hypochondriaques, oui, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui pensent être malades et qui viennent nous voir alors qu'ils ne le sont pas. Mais non, des gens qui vraiment ont une... Voilà, je pense qu'ils nous évitent en fait. C'est ça, c'est que tu les vois pas. On les voit pas. Il y a un Peut-être premier filtre. c'est peut-être les médecins eux-mêmes. Ça, c'est très juste. Voilà. Deuxième question. Combien de Français affirment manger globalement équilibré en reconnaissant dans la même étude manger trop gras, trop sucré, trop salé? Mais globalement, ils mangent équilibré. Il avait tout compris, docteur Stab. Oui, j'avoue que c'est un petit peu biscornu comme... Dans la même étude, ils disent qu'ils mangent bien, mais dans la même étude, en répondant à une autre question un petit peu plus pointue, ils disent « Bon, c'est vrai que je mange quand même trop gras, trop sucré, trop salé. » Totalement contradictoires. Voilà, c'est ça. Totalement contradictoire. Bien, mais Est-ce qu'ils sont 18? Est-ce qu'ils sont 41? Ou est-ce qu'ils sont 63%? C'est-à-dire qu'ils se disent « Je mange équilibré, juste 41. pas tous les jours. » J'ai jamais posé cette question, mais bon. Vous mangez équilibré, docteur Staub? je l'ai déjà vu à la Canto, je sais pas. Longtemps. Prend 2 fois des frites, je crois. Oui. Ouais. Alors, la réponse, est-ce qu'ils sont 18, 41 ou 63%? Bien, mais pas trop, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes. 63, déjà. Moi, je parle de source 63 aussi. Les Français sont pleins de contradictions. 41. Moi, j'aurais dit 41. Eh bien, la bonne réponse, c'est 63. Ah là Effectivement. Bon. Bravo. Très bonne équipe. Bon, vous avez quand même vous avez une dernière question pour vous rattraper. Concentrez-vous bien. Attention. Ce que tu regardais tout à l'heure. Le burger de l'âme. Ça va vachement vous intéresser, cette dernière question. 51% des femmes, oui mesdames, trouvent les professionnels de santé attirants. Tout à fait. Ça vous étonne ou pas? Une femme sur deux qui vient vous voir vous trouve attirant. Enfin non, je pense que pour vous c'est beaucoup plus. Mais Pourtant, moi, je pensais plutôt à la peur de la blouse blanche, mais là, ce que vous dites finalement va à l'encontre certaines de aiment ça. la blouse blanche. Ah, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Il y a beaucoup de fantasmes. Alors justement, voici ma question. Quels sont les plus sexy, les hommes, les professionnels de santé les plus sexy aux yeux des patientes? Vous avez quand même 3 choix. Les dentistes, les kinés ou les chirurgiens? Je réponds. Les chirurgiens. Sans hésiter, c'est une évidence. Mais vous n'êtes pas objectif. Quel mépris pour les Je autres demande l'avis professions, quand d'un même. ami Ils se sont même pas posé la gériatre. question. Il n'y a pas les gériatres. dans Et il n'y a pas les radiologues Les interventionnels. radiologues sont... Les radiologues, hein. Vous êtes bien classés, mais dans d'autres classements, Mais les radiologues, pour le on les voit coup. pas, en Mais fait. on en reparlera une Ils autre sont fois. derrière la Parce qu'on vous voit pas assez, les radiologues. vous C'est voyez. vrai. Ah Bon oui, alors. c'est vrai. D'ailleurs, il me semblait que J'ai j'avais une une bonne petite histoire. blague. Ah, vous avez une blague à nous raconter? Je crois que J'ai une petite blague, oui. Comment on fait pour cacher un billet de 200 € à un radiologue? C'est quoi la réponse? On le pose sur le malade. vous connaissiez pas Jessica. Ah, je la connaissais pas Je la celle-ci. connais depuis 15 mais ans, j'aime depuis beaucoup. que je connais le docteur Rowe. J'aime beaucoup. J'ai attendu 15 ans pour la connaître celle-là, bah, quand même. Et Bon, pour la cacher à un chirurgien. j'ai toujours pas Comment ma on fait pour réponse. cacher un billet de 200 € à un chirurgien? Tu sais? Non. Bah, tu le mets dans le dossier médical. Ah oui. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Mais qui invente toutes ces blagues complètement farfelues? Des idiots. Bon, les dentistes, les kinés, les chirurgiens. Bon, vous, on connaît votre réponse, Bah, pas du tout objective. On va se baser sur vous, docteur Staub. Je dirais pas le dentiste déjà. Peut-être le kiné, mais je dirais quand même le chirurgien. Bah, le kiné, souvent, il est musclé. Voilà, c'est ça, c'est un peu l'image qu'on a du kiné. un peu l'image, ouais. Voilà. Alors, docteur Okendo, vous avez le mot de la fin? Aussi, hein. Le chirurgien, bravo, bien vu, c'est tout à fait le chirurgien. Pour 34% des patientes qui trouvent qu'effectivement les chirurgiens sont les professionnels de santé les plus sexy. Et vous, Jessica, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je l'avais pas vu venir, celle-ci. Alors moi, la liste est longue, effectivement. Non, je crois que les chirurgiens, c'est pas mal. Les urgentistes aussi. Ah, On a beaucoup de spécialités comme ça qui sont au top. Plutôt des gens qui sont dans le rush, quoi. un peu. Qui sont dans le rush, dans l'action, dans l'action. Des hommes d'action. Je vois. C'est ça, c'est ça.
On note. Merci beaucoup à vous quatre pour votre participation à cette émission. Merci à vous, Bruno Oquendo. Je voulais présenter votre livre absolument, qui est juste génial. Un livre, bien sûr, autour du grand âge. Mais c'est pour nous, hein, enfants, quand mes parents vieillissent, hein, tout ce qu'il faut savoir pour accompagner un proche âgé au quotidien, aux parutions Vuibert. Bravo pour votre livre. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça va aider beaucoup de gens. Mais c'est sûr, parce que c'est très pratique et ça rentre dans les détails, mais juste ce qu'il faut. Vous parlez d'énormément de sujets. Un livre à avoir, mais vraiment sur la table de nuit, carrément. C'est très bien comme livre. Ça vous va? Ça vous va? Bon, on va faire comme ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr continuer de nous envoyer vos questions. maquestion@lasantésurtout.com. À bientôt et n'oubliez pas, la santé surtout.